Il existe une industrie valant des milliards qui dépend de votre capacité à arroser votre jardin à la dure. Et elle prie pour que vous ne voyiez jamais cette vidéo. Chaque été, vous sortez le tuyau d'arrosage, vous réglez l'arroseur et vous déversez des centaines de dollars d'eau potable traitée sur vos légumes alors que la moitié s'évapore avant même d'atteindre une racine. Le jardin sèche, vous l'arrosez à nouveau. La facture grimpe, vous arrosez à nouveau. Mais dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, plus de 44 000 Amish cultivent des aliments depuis 3 siècles sans jamais avoir touché un tuyau d'arrosage. Ils utilisent de la laine de mouton brute, qu'ils enfouissent dans le sol autour des racines de leurs plantes. Elle peut contenir de 20 à 30 fois son propre poids en eau et la libère lentement sur plusieurs semaines. Leur jardin ne se fane pas en août. Il prospère. Nous nous trouvions dans l'un de ces jardins par un après-midi, où il faisait 32 degrés, et la terre sous le paillis était sombre, fraîche et humide, tandis que la terre du chemin, à 60 centimètres de là, était craquelée et pâle. La femme qui s'en occupait ne l'avait pas arrosée depuis 9 jours. Et lorsque nous avons compris le principe scientifique qui explique ce fonctionnement, cela a changé notre façon de penser à chaque tuyau d'arrosage, chaque arroseur et chaque facture d'eau que nous avons payée. Aujourd'hui, nous allons décomposer ce système complet, étape par étape, afin que vous puissiez le construire cette saison et le suivre jusqu'au bout. Car la dernière technique utilise un pot en argile à 5 dollars et une méthode plus ancienne que l'Empire romain. Mais avant de nous pencher sur le système, si vous en avez assez de voir votre jardin dépérir chaque année en juillet pendant que votre compteur d'eau tourne, nous avons préparé pour vous un plan gratuit pour une récolte zéro. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent tout ce que vous connaissez et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de nos lecteurs a utilisé cette astuce avec l'engrais à l'intérieur et son jardin a doublé de volume par rapport à celui de ses voisins. Pour accéder instantanément au plan détaillé et recevoir chaque semaine une astuce de jardinage oubliée, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez dès maintenant le code QR affiché à l'écran. Si vous regardez la télévision, ouvrez simplement l'application appareil photo de votre téléphone et placez-le contre l'écran. Un bouton jaune devrait apparaître. Permettez-nous de vous donner un peu de contexte, car il ne s'agit pas simplement d'une vidéo sur le jardinage. C'est l'histoire d'un système conçu pour vous maintenir dans la dépendance. L'essor de l'industrie de l'irrigation résidentielle remonte au boom des banlieues d'après-guerre des années 1950. Les pelouses et les arroseurs oscillants de Levittown sont devenus des symboles du rêve américain. La famille américaine moyenne dépense désormais plus de 1000 dollars par an en eau, et ce chiffre a bondi de 24% en 5 ans. L'Agence de protection de l'environnement, EPA, estime qu'un système d'irrigation mal entretenu gaspille jusqu'à 25 000 gallons d'eau par an. Il ne s'agit pas d'un défaut du système. Le système fonctionne donc comme prévu. Un produit qui éliminerait définitivement votre besoin d'eau acheté serait une très mauvaise affaire. Pendant ce temps, les Amish continuaient ce qu'ils avaient toujours fait. Créer un sol si profond et si vivant que la terre elle-même devenait le réservoir. Et l'histoire de la façon dont la science a finalement prouvé ce qu'elle savait par l'observation commence dans un endroit improbable, avec un chercheur spécialisé dans les arbres fruitiers qui a trébuché sur le sol sous ses pieds. Le docteur Terence Bradshaw a passé la majeure partie de sa carrière à l'Université du Vermont à étudier les pommes et les raisins. Mais à partir de 2016, il n'a cessé d'entendre la même plainte de la part des éleveurs de moutons de tout l'État. Certains agriculteurs brûlaient littéralement leur laine. Parallèlement, les producteurs de légumes du Vermont dépensaient des milliers de dollars en engrais organiques importés. Bradshaw a constaté que 2 problèmes étaient côte à côte et a posé une question à laquelle personne d'autre n'avait pensé. Et si les déchets qu'un agriculteur jette étaient exactement ce dont l'autre agriculteur a besoin? En 2020, il a reçu une subvention fédérale de recherche pour le découvrir.
Avec sa partenaire Kimberly Hagen, il a mis en place des essais contrôlés dans 2 fermes de recherche du Vermont. Ils ont planté des tomates et des épinards dans 3 conditions différentes. Un groupe a reçu l'engrais organique commercial standard, sur lequel la plupart des agriculteurs du Nord-Est s'appuient. Un deuxième groupe a reçu des granulés de laine avec le même taux d'azote. Un troisième groupe n'a reçu aucun engrais. Les résultats ont été publiés dans la revue Agronomie en mai 2022 et ils étaient sans équivoque. Les granulés de laine ont donné des résultats équivalents à ceux des engrais commerciaux sur tous les critères importants. Rendement de tomates, rendement d'épinards, santé des plantes, qualité des fruits. Aucune différence significative n'a été observée entre les 2 groupes fertilisés. Et par rapport aux témoins non fertilisés, les tomates traitées à la laine étaient de 58 à 69% plus grosses. Non pas une amélioration marginale, mais une amélioration spectaculaire par rapport aux déchets que les agriculteurs jetaient auparavant. Mais les données de rendement ne représentaient que la moitié de la découverte. Les données sur l'humidité du sol racontaient une toute autre histoire. Et c'est ce qui change votre façon d'envisager chaque semaine de sécheresse dans votre jardin. La laine est une fibre de kératine dont la structure est unique dans la nature. La surface externe contient de la lénoline et des composés cireux qui repoussent l'eau, mais le cortex interne est constitué de protéines riches en soufre qui attirent et absorbent l'humidité au niveau moléculaire. Il en résulte une fibre capable de retenir entre 20 et 30 fois son propre poids en eau. Pour mettre cela en perspective, une seule livre de laine brute enfouie dans la terre de votre jardin peut absorber et stocker entre 2 et 12 gallons d'eau, soit près de 4 gallons en tout. Cette eau ne stagne pas dans une flaque. Il est piégé à l'intérieur de la structure fibreuse au niveau moléculaire et libéré lentement sur plusieurs jours directement dans la zone racinaire. À mesure que le sol environnant s'assèche, la laine devient une réserve d'eau. Elle se charge lorsqu'il pleut et se décharge lorsque le soleil brille. Une étude sur le flétrissement menée par l'Association des éleveurs de Pigora a testé ce qui se passe lorsqu'on arrête complètement l'arrosage. Les plantes cultivées dans un sol de jardin standard ont commencé à flétrir dès le premier jour et sont mortes au bout de 5 ou 6 jours. Celles cultivées dans un sol amandé avec des granulés de laine n'ont montré aucun signe de stress avant le 7e ou le 8e jour et n'ont survécu que jusqu'au 14e jour. La laine a doublé leur durée de survie, non pas en ajoutant de l'eau, mais en empêchant son évaporation. Réfléchissez un instant à ce chiffre. 14 jours contre 5. Voilà la différence entre un jardin qui s'effondre dès la première semaine sans arrosage et un jardin qui reste vigoureux pendant 2 semaines de vacances en plein été. Et, à mesure que la laine se décompose lentement sur une période de 6 à 12 mois, elle libère directement dans le sol de l'azote, du potassium, du phosphore et du soufre. La laine contient environ 9 à 14% d'azote, ce qui est supérieur à la plupart des composts de jardin et comparable à la farine de sang, l'une des sources d'azote organique les plus chères du marché. Le fumier de volaille, que de nombreux agriculteurs considèrent comme une source d'azote de première qualité, en fournit environ 4 à 12%. La laine triple presque ce montant. Vous ne faites donc pas que stocker de l'eau, vous nourrissez aussi vos plantes. Le réservoir sert également d'engrais à libération lente. 2 emplois, un seul matériau pour 2 saisons de croissance complète avant sa décomposition totale. Ce mystère ne se limitait pas aux universités américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, dans l'Oxfordshire en Angleterre, un jeune agriculteur nommé Eddie Moreau a fondé une entreprise appelée Traditional Garden Growers, entièrement basée sur un souvenir de ses grands-parents, une tradition familiale. Ils utilisaient de la laine de mouton brute dans le potager familial depuis des décennies, la tassant autour des plantes et la mélangeant à la terre. Lorsqu'Eddie a étudié l'agriculture à l'université Harper Adams, il s'est rendu compte que ce que ses grands-parents pratiquaient par instinct était en réalité étayé par la science. Il a mis au point un produit appelé Woolalizer,
de la laine compressée en granulés et a commencé à le fournir aux producteurs locaux, notamment à l'Université d'Oxford et à la ferme boutique Diddley Squat. L'Université de Reading a mené des essais indépendants et a confirmé que les granulés de laine amélioraient la structure du sol, la disponibilité des nutriments, la rétention d'eau et l'activité microbienne. Le professeur Tom Sis Moore, pédologue qui a dirigé les essais de lecture, a qualifié les résultats concernant la santé des sols et leur capacité de rétention d'eau de bénéfices les plus intéressants. Les grands-parents d'Eddie avaient raison, tout comme les familles amish du comté de Lancaster qui faisaient la même chose avec les déjections de leurs moutons depuis des générations. Et il existe un troisième avantage, dont presque personne ne parle. La laine repousse les limaces. Les écailles microscopiques barbelées présentes sur les fibres de laine créent une surface que les limaces refusent de traverser. Au Royaume-Uni, les jardiniers qui utilisent du paillis de laine autour de leurs laitues, fraises et hostas constatent une réduction spectaculaire des dégâts causés par les limaces. Une étude contrôlée a révélé que le tissu de laine éliminait presque toute la croissance des mauvaises herbes et augmentait les rendements fruitiers des plantations de fraisiers par rapport aux parcelles traitées aux herbicides. Ainsi, le même matériau qui retient l'eau et nourrit le sol forme également un mur que les limaces ne peuvent escalader. 3 tâches, un seul matériau. Voici exactement comment l'utiliser. Si vous pouvez trouver de la laine brute de rebut auprès d'un éleveur de moutons local, et dans la plupart des zones rurales, vous pouvez l'obtenir pour une somme modique, voire gratuitement, effilochez-la en petites touffes de la taille de votre poing. Lorsque vous repiquez des semis au printemps, creusez un trou 1 ou 2 cm plus profond que d'habitude. Déposez au fond une couche de laine molle d'environ 5 cm d'épaisseur. Posez votre plante dessus. Remblayez avec de la terre et étalez une autre fine couche de laine autour de la base, comme paillis de surface d'environ 1 à 2 pouces d'épaisseur. Pour les plates-bandes existantes, enfoncez la laine dans les 3 à 4 premiers centimètres de terre entre les plantes. Si la laine brute n'est pas disponible, des granulés de laine sont vendus en ligne et chez certains fournisseurs de jardinage. La dose d'application recommandée est d'une demi-tasse par gallon de terre dans les conteneurs ou d'une livre par 10 pieds carrés dans les plates-bandes. Répartissez les granules autour de la base de chaque plante et arrosez légèrement. Elles se développeront en une couche feutrée qui retiendra l'humidité et repoussera les limaces tout en libérant lentement de l'azote au cours des 6 à 12 prochains mois. Nous avons commencé à utiliser de la laine brute provenant d'une ferme voisine il y a 3 saisons. Le premier été, nos plates-bandes surélevées ont conservé l'humidité nettement plus longtemps entre les arrosages. Dès la deuxième saison, nous avons réduit de près de moitié la fréquence d'arrosage. Au début de la saison 3, la laine était encore partiellement intacte, conservant encore l'humidité et libérant lentement de l'azote dans la zone racinaire. Le coût total s'élevait à 12 $ pour un sac poubelle de laine usagé que l'agriculteur était heureux de céder. Comparez cela à ce que vous avez dépensé en tuyaux d'arrosage poreux, en têtes d'arrosage et en factures d'eau pour les faire fonctionner. Il s'agit de la première couche du système et, à elle seule, elle permettrait déjà de réduire de moitié votre arrosage. Mais les Amish ne s'arrêtent pas à une seule couche. La deuxième couche passe sous la laine, dans le sol, et ces chiffres rendent les données relatives à la laine modestes en comparaison. Le substrat sous la laine, c'est le sol lui-même, et les données scientifiques sont tout simplement stupéfiantes. Le Conseil de défense des ressources naturelles a confirmé que pour chaque augmentation de 1% de la matière organique dans votre sol, ce sol retient 20 000 gallons d'eau supplémentaires par acre. Pour que cela devienne réalité, imaginez ceci. Un parterre de jardin standard mesurant 4,8 pieds représente 132 d'acre. 1% de matière organique en plus dans ce petit lit de culture se traduit par une capacité de rétention d'eau d'environ 600 gallons supplémentaires. Cela suffit à maintenir l'hydratation d'un petit potager pendant une semaine de sécheresse, sans ajouter une seule goutte d'eau du tuyau d'arrosage.
La plupart des sols de jardin contiennent de 1 à 3% de matière organique. Après des générations de compostage, de culture de couverture et de épandage de fumier sur les mêmes parcelles, les sols des jardins amish présentent régulièrement des taux de compost entre 5 et 8%. Cet écart n'est pas une abstraction. C'est la différence entre une terre qui sèche en 2 jours et un sol qui conserve l'humidité pendant des semaines. Chaque printemps, les familles amish répandent sur leur plate-bande une couche de 5 à 10 cm de compost mélangée à du fumier de cheval ou de vache, qu'elles incorporent aux 15 à 20 cm supérieurs du sol. Chaque automne, après la récolte, elles sèment des cultures de couverture. Seigle, trèfle, vesse. Ces plantes poussent tout au long de l'automne et jusqu'au début du printemps, et leur système racinaire crée des milliers de minuscules canaux capillaires souterrains qui puisent l'eau plus profondément et la répartissent plus uniformément dans la zone racinaire. Lorsque ces cultures de couverture sont fauchées et enfouies avant les semis de printemps, elles apportent encore plus de matière organique. Des recherches sur les communautés microbiennes nourries au compost ont révélé que les organismes bénéfiques créent des cols polysaccharidiques qui lient les particules du sol en agrégats stables, augmentant ainsi l'espace poreux pour le stockage de l'eau jusqu'à 30%. Le compost n'apporte pas seulement des nutriments. Il s'agit de restructurer l'architecture physique du sol à un niveau microscopique, afin de piéger davantage d'eau dans chaque pouce cube. Il ne s'agit pas d'une solution temporaire pour une seule saison. C'est un investissement à effet cumulatif. La première année, on ne remarque presque rien. La deuxième année, la terre commence à s'assombrir et à se tenir différemment dans la main. Au bout de 3 ans, vous jardinez sur un matériau fondamentalement différent de celui avec lequel vous avez commencé. Maintenant, associez ce sol vivant à la 3e couche du système, et vous obtenez quelque chose qui frôle l'autosuffisance. C'est à ce moment-là que l'on cesse de ressembler à du jardinage et que l'on commence à avoir l'impression de créer une éponge vivante sous ses pieds. La culture Hugel est un mot allemand qui signifie « culture des tertres ». Les Amish, ainsi que les communautés agricoles allemandes et d'Europe de l'Est, la pratiquent depuis des siècles. Le concept est d'une simplicité trompeuse. Creusez une tranchée de 12 à 18 pouces de profondeur. Remplissez le fond avec des bûches et de grosses branches. Utilisez des bois durs comme le chêne, l'érable ou le pommier. Évitez également le noyer noir, qui libère des toxines nocives pour la plupart des plantes de jardin, et le cèdre, qui tue les champignons bénéfiques du sol dont vous avez besoin. Recouvrez le bois de couches de petites branches, de paille, de compost et de fumier bien décomposé. Terminez par une couche de 15 à 20 cm de terre végétale. Au fil des années, la décomposition lente du bois enfoui entraîne une augmentation de sa porosité. Elle devient semblable à une éponge, absorbant d'énormes quantités d'eau de pluie et retenant cette humidité profondément dans le sol, où les racines peuvent y accéder pendant les périodes de sécheresse. Un seul pied cube de bois dur partiellement décomposé peut contenir de 5 à 10 fois son poids en eau. L'Université d'État de l'Oklahoma a publié une étude confirmant que les lits de culture Hugel fonctionnent comme des jardins de pluie surélevés, captant les eaux de ruissellement et permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Les parterres s'améliorent chaque année pendant 5 à 7 ans à mesure que le bois se décompose en un humus riche. Les jardiniers qui les construisent suffisamment haut, environ 60 à 90 cm, indiquent qu'aucun arrosage supplémentaire n'est nécessaire après la 2e année. Un point important à noter pour la première saison. Le bois frais peut temporairement absorber l'azote du sol lorsque les microbes commencent sa décomposition. Déposez une couche supplémentaire de compost et de fumier directement sur le bois avant d'ajouter la terre végétale. Cela alimente simultanément le processus de décomposition et vos plantes. Et dès la 2e année, la diminution des prélèvements cesse complètement. Il y a 3 saisons, nous avons construit 2 bacs de culture Hugel à partir de branches de chêne et d'érable
après l'abattage d'un arbre chez un voisin. Dès la deuxième année, nous arrosions ces plates-bandes environ une fois tous les 10 à 12 jours, tandis que nos plates-bandes surélevées, standards, nécessitaient un arrosage tous les 3 jours. Cette saison, les plates-bandes de Hugal ont supporté des périodes entières de juillet sans pluie et n'ont montré aucun signe de stress hydrique chez les plantes. Tenez-vous entre les deux types de lits par une chaude après-midi d'août, et la différence est visible à 6 mètres de distance. Le sol du lit de culture standard est craquelé et pâle. La terre utilisée pour le système de culture Hugal est foncée et reste compacte lorsqu'on la presse. Même soleil, même pluie, même jardin. La seule différence, c'est le bois enterré. Le quatrième niveau du système Amish est le plus simple, et c'est celui que la plupart des jardiniers modernes ignorent complètement. Ne jamais laisser la terre exposée au ciel. Un jardin où la terre est nue entre les rangs est un jardin qui perd de l'eau par hémorragie. Le soleil et le vent sont les deux plus grands voleurs de humidité du sol, et un sol nu leur offre un accès total. Des recherches confirment que les plates-bandes non paillées perdent 2 à 3 fois plus d'eau par évaporation que les plates-bandes recouvertes d'une couche de paillis organique de seulement 10 cm. Les Amish ne laissent jamais la terre nue. Ils plantent densément selon la méthode des 3 sœurs, où le maïs sert de support aux haricots grimpants. Les haricots fixent l'azote pour les 3 plantes, et les courges déploient leurs larges feuilles sur le sol comme une couverture vivante qui ombrage le sol et réduit considérablement l'évaporation. Entre les autres rangs de cultures, ils sèment du trèfle bas comme paillis vivant. En plus de cela, ils étalent 4 à 6 pouces de paille, créant une double barrière contre l'humidité qui, selon certains jardiniers, réduit leur arrosage des 2-3. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez en savoir plus sur les méthodes de production alimentaire des communautés traditionnelles sans infrastructures modernes, abonnez-vous. Nous avons encore beaucoup de contenu à vous présenter sur cette chaîne, et la technique que nous allons dévoiler a 4000 ans et surpasse encore la plupart des systèmes d'irrigation modernes. C'est au niveau de la 5e couche du système que les Amish puisent leur eau en premier lieu. Et ces calculs vous amèneront à vous demander pourquoi ceux qui possèdent un toit et une gouttière paient encore le prix fort pour le haut de leur jardin. La plupart des foyers Amish utilisent des gouttières sur chaque toit, granges et abris pour animaux, afin de récupérer chaque goutte de pluie dans des barils, des cistons ou des réservoirs de stockage souterrains. Certaines familles possèdent des systèmes de collecte d'eau de pluie pouvant contenir plusieurs milliers de gallons, sans aucun raccordement au réseau municipal. De ces réservoirs, un réseau de simples tuyaux transporte l'eau par simple gravité. Pas de pompes électriques, pas de système de pression, pas de pièces mobiles susceptibles de tomber en panne. Les potagers sont alimentés en eau par un robinet relié à un baril placé à quelques mètres au-dessus du niveau du jardin, ce qui assure un débit lent et doux qui s'infiltre directement dans le sol, sans la force qui provoque le ruissellement et le tassement. Certaines familles pratiquent même le recyclage des eaux grises, en réorientant l'eau provenant du lavage des légumes ou de la toilette vers les parterres de jardin. Rien ne reste inutilisé sur les lieux. Les calculs relatifs à la récupération des eaux de pluie sont remarquables. Un seul toit de 1000 pieds carrés, plus petit que la plupart des toits de garage, recueille plus de 600 gallons d'eau à partir d'un seul pouce de pluie. La Pennsylvanie reçoit environ 42 pouces de précipitations par an. Cela signifie qu'un toit de taille modeste fournit plus de 25 000 gallons de eau gratuite par an. Un potager bien entretenu dans une cour arrière utilise environ 5 000 à 8 000 gallons par saison. Un toit, quelques barils, et vous avez plus de eau gratuite que votre jardin ne peut en consommer. Les Amish l'avaient compris il y a des siècles. Quant au reste d'entre nous, nous payons la compagnie des eaux pour qu'elle pompe de l'eau potable traitée afin d'arroser nos plants de courges. Et maintenant, la 6e et dernière couche du système, celle que nous avions promise dès le début. Cette technique, vieille de plus de 4000 ans,
coûte environ 5 $ à mettre en œuvre et pourrait bien être le changement le plus satisfaisant que vous apporterez à votre jardin cette saison. On l'appelle irrigation ALA. Un AL est un pot en terre cuite, non émaillé, en forme de cruche arrondie avec un col étroit. Vous l'enterrez dans votre parterre de jardin jusqu'au col, vous le remplissez d'eau et vous placez un couvercle dessus pour éviter l'évaporation. L'argile poreuse permet à l'eau de s'infiltrer lentement à travers les parois dans le sol environnant grâce à un processus appelé tension d'humidité du sol. Lorsque la terre autour du pot est sèche, l'eau est absorbée à travers les parois d'argile. Lorsque le sol est saturé, l'écoulement s'arrête automatiquement. Les racines des plantes se développent vers l'AAA et finissent par l'envelopper, puisant l'eau exactement quand elles en ont besoin et seulement la quantité nécessaire. Cette technique a été documentée pour la première fois il y a plus de 2000 ans dans le Fanqing Shihu, l'un des plus anciens textes de sciences agricoles jamais écrits dans la Chine ancienne. Il est utilisé sans interruption depuis des millénaires en Inde, en Iran, au Brésil et dans toute l'Afrique du Nord. Des recherches menées par l'Université d'Arizona et plusieurs institutions agricoles confirment que l'irrigation a réduit la consommation d'eau de 50 à 70% par rapport à l'arrosage conventionnel. Et comme l'eau reste sous la surface, les graines de mauvaises herbes qui se trouvent en surface ne reçoivent jamais l'humidité nécessaire à leur germination. Vous pouvez acheter en ligne des olives spécialement conçues à cet effet pour un prix allant de 15 à 40 $, ou vous pouvez les fabriquer vous-même pour moins de 5 $ avec 2 pots en terre cuite non émaillés que vous trouverez dans n'importe quelle jardinerie. Voici exactement comment. Procurez-vous 2 pots en terre cuite non émaillés assortis de 8 à 10 pouces. Ils doivent être non émaillés. Ce rouge terre cuite mat classique, sans finition brillante, car les pots émaillés scellent les pores et ne laissent pas l'eau s'échapper. Bouchez le trou de drainage d'un pot avec un bouchon de liège ou un cordon de silicone alimentaire. Laissez reposer pendant 24 heures. Retournez ensuite le deuxième pot par-dessus, de façon à ce que les deux bords se rejoignent et appliquez un épais cordon de colle imperméable ou de silicone tout autour de la jointure où les bords se touchent. Vous avez maintenant un bulbe en argile scellé, muni d'un trou de drainage ouvert sur le dessus pour le remplissage. Creusez un trou dans votre parterre de jardin suffisamment profond pour enterrer l'ensemble, de sorte que seul le trou ouvert reste à la surface du sol. Remblayez autour. Une grosse olive arrose un cercle d'environ 3 FFT. 4 d'entre elles couvrent un parterre surélevé standard de 4 x 8 pieds. Remplir tous les 3 à 7 jours en fonction du type de sol, des conditions météorologiques et des besoins de la plante. Et voici un bonus qui nous a surpris. Comme l'olivier stocke toute son eau sous la surface, la couche supérieure du sol reste sèche. Les mauvaises herbes ont besoin d'humidité en surface pour germer. Vos oliviers irriguent donc simultanément vos plantes et affament les mauvaises herbes. Vous économisez de l'eau et des heures de désherbage grâce à ce même pot enterré. Nous avons installé 6 oliviers dans notre potager il y a 2 saisons. Nous sommes passés d'un arrosage quotidien au tuyau d'arrosage à un remplissage des oliviers 2 fois par semaine. Cela nous a permis d'économiser à lui seul environ 45 minutes de temps d'arrosage par semaine, sans compter la réduction de la facture d'eau. Nos tomates, poivrons et courges ont développé des systèmes racinaires visiblement différents de ceux des années précédentes. Lorsque nous avons arraché les plants de tomates fanées à la fin de la saison, les racines près des oliviers étaient devenues profondes et épaisses, s'enroulant autour de l'argile comme des doigts agrippant une poignée. Les saisons précédentes, ces racines étaient superficielles, largement étendues près de la surface, toujours à la recherche de la prochaine bruine venue d'en haut. Les racines des oliviers s'enfonçaient verticalement, ce qui signifiait que les plants toléraient la chaleur et le vent avec beaucoup moins de stress. C'est ce moment qui nous a convaincus définitivement.
Nous sommes partis en vacances pour 10 jours fin juillet. Nous avons rempli tous les pots d'olivier à ras-bord avant de partir et nous sommes rentrés dans un jardin plus beau qu'à notre départ. Pas une seule feuille flétrie, pas une seule tige brune, pas un seul voisin appelé pour arroser. Un morceau d'argile de 5 $, façonné de la même manière que dans les vallées fluviales de la Chine ancienne il y a 4000 ans, a surpassé un système d'arrosage automatique de 100 $ raccordé au réseau d'eau municipal avec compteur. Parfois, la réponse la plus ancienne reste la meilleure. Nous avons tout simplement cessé de nous poser la bonne question. Parlons maintenant des habitudes que la plupart d'entre nous suivons et que l'approche Amish dissout complètement. La première habitude consiste à arroser selon un programme précis, plutôt que selon les besoins. Lundi, mercredi, vendredi, indépendamment des besoins réels du sol. Chaque matin, les Amish parcourent leur jardin de la même manière qu'ils le parcourent pour l'inspection des parasites et ils enfoncent un doigt de 5 cm dans le sol à côté de chaque plante. Humide, laissez-le tranquille. Ils ne reviennent pas demain. Ils ne saupoudrent pas à la légère. Ils arrosent abondamment le lit de culture une première fois. Cette pratique, à elle seule, permet de réduire considérablement la consommation d'eau, car la plupart des jardins sont largement surarrosés et non pas sous-arrosés. Un arrosage excessif asphyxie les racines en remplissant les espaces d'air du sol dont elles ont besoin pour respirer. Cela favorise les maladies fongiques et, pire encore, cela habitue les racines à rester dans les 5 premiers centimètres de sol où l'eau se trouve toujours, ce qui les rend totalement dépendantes de vous. Un arrosage profond et peu fréquent produit l'effet inverse. Cela oblige les racines à poursuivre l'humidité vers le bas, dans la colonne de sol, où les températures sont stables et les réserves d'eau durent beaucoup plus longtemps. Un plant de tomates dont les racines atteignent 30 cm de profondeur peut accéder à des réserves qu'une plante à racines superficielles ne touchera jamais. Ces racines profondes ne proviennent pas d'une plus grande quantité d'eau, mais d'une moindre quantité d'eau appliquée plus judicieusement. La deuxième habitude consiste à arroser l'air. Les arroseurs projettent l'eau vers le haut, là où le vent en emporte une partie avant qu'elle ne touche le sol. Et que se passe-t-il lorsque la terre se dépose sur les feuilles et favorise le développement de la moisissure au lieu de nourrir les racines? Les Amish arrosent directement le sol à la base. Ce simple changement peut réduire la consommation de 30 à 40 %. La troisième habitude consiste à laisser la terre nue entre les rangs, car cela donne un aspect soigné. En juillet, sous le soleil, un sol nu perd son humidité à une vitesse qui vous choquerait si vous la mesuriez. Réduisez-le en paillis, plantez-y du trèfle, recouvrez-le de laine. Les Amish ne laissent jamais la terre à nu. Même en hiver, ils sèment des cultures de couverture qui retiennent l'humidité et la structure jusqu'au printemps. Et la quatrième habitude, celle qui relie tout, consiste à considérer l'arrosage et l'enrichissement du sol comme deux sujets distincts. Il s'agit de la même conversation. Un sol pauvre en matière organique ne peut pas retenir l'eau. Vous pouvez verser 10 gallons sur un sol sableux appauvri et en voir 8 s'écouler directement. Construisez le même parterre avec des années de compost. Enterrez la laine dans la zone racinaire. Ajoutez un noyau en bois de culture hugale. Recouvrez la surface de paille et de trèfle vivant. Et soudain, 2 gallons, ça fait quoi? 10 avait l'habitude. Vous n'avez pas trouvé d'eau supplémentaire. Vous avez créé un sol qui refuse de laisser l'eau s'évaporer. Voilà le changement. Arrête de courir après l'eau. Construisez l'éponge. Et voici ce qui assure la cohésion de tout ce système. Une philosophie qui imprègne tous les aspects de la vie Amish, comme les eaux souterraines à travers le calcaire. Les Amish appellent ça la hauteur Galassin. Cela ne se traduit pas facilement, mais cela signifie quelque chose comme se soumettre à l'ordre naturel. En partant du principe que le système intègre un équilibre conçu bien avant l'apparition de nos factures d'eau trimestrielles et de nos applications d'arrosage intelligent. La femme qui nous a montré la laine dans son jardin cet après-midi d'août
a dit quelque chose qui nous est resté en mémoire depuis. Elle a dit « La Terre veut retenir l'eau. Il suffit d'arrêter de la lui voler ». Elle parlait du sol nu, des arroseurs automatiques, de l'arrosage superficiel et constant qui maintient les racines à la surface, de toutes ces choses que nous faisons qui vont à l'encontre du fonctionnement naturel du sol lorsqu'il est suffisamment recouvert de matière organique. Elle ne donnait pas de leçons. Elle décrivait quelque chose qu'elle avait vu sa grand-mère faire sur le même terrain 50 ans auparavant. Lorsque vous arrosez votre jardin à pleine puissance, vous désactivez le système. Vous saturez la surface. Le soleil le fait disparaître. Tu l'as saturé à nouveau. Le compteur continue de tourner. Les Amish ne luttent pas contre le cycle de l'eau. Ils y participent. Elles recueillent la pluie lorsqu'elle tombe. Ils le stockent dans le sol lui-même, dans de la laine enfouie, dans du bois en décomposition, dans des pots en argile antérieures à l'Empire romain. Elles recouvrent le sol pour que le soleil ne puisse pas voler ce que les nuages ont apporté, et ils vérifient avec leurs mains et non avec une minuterie pour savoir quand la terre en a assez. Il ne s'agit pas d'une seule astuce. C'est une philosophie qui a permis aux mêmes familles de se nourrir sur les mêmes terres pendant plus de 300 ans. Voici donc le système complet. Les 6 couches réunies en un seul endroit. Enrichissez votre sol chaque année avec du compost, des cultures de couverture et des matières organiques mûries, car chaque % de matière organique ajoutée retient 20 000 gallons d'eau supplémentaire par acre.